Hello, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter ma vidéo sur le féminisme en science-fiction et en fantasy. C'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, donc je suis heureux de vous la présenter enfin. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la SF et la fantasy sont des genres très puissants pour aider la cause féministe. Et en fin de vidéo, je vous présenterai une revue de 5 romans féministes que je recommande chaudement. Allez, on y va. Vous connaissez tous ces images, elles sont régulièrement critiquées ou raillées, et il est vrai qu'il y en a malheureusement beaucoup en SF et en fantasy, ou plutôt il y en a beaucoup plus, car heureusement c'est en baisse, bien que cela persiste néanmoins. Ces images renvoient essentiellement à l'hypersexualisation des femmes. Mais le sexisme ne s'arrête pas là. Il passe aussi par des rôles dégradants attribués aux femmes. Une femme juste là pour admirer le héros masculin, une douce femme au foyer qui prépare à manger pour son mari, ou encore une femme cruche incapable de comprendre une discussion d'homme. Et à l'inverse, on peut dire aussi que le sexisme se traduit par l'absence des femmes sur certains rôles. Peu d'héroïnes, peu de chefs d'entreprise ou de personnages politiques femmes, peu d'intrigues résolues par des femmes, etc. L'objectif pour moi dans cette vidéo n'est pas de vous parler de tous les stéréotypes sexistes que l'on peut trouver dans la littérature de l'imaginaire, car je trouve que l'exercice a déjà bien été fait à de nombreuses reprises. J'ai en tête des conférences des Utopiales, des podcasts comme celui de Mana et Plasma, ou des vidéos YouTube dédiées. Le sujet est heureusement bien identifié et discuté, ce qui est déjà un bon point pour progresser. Est-ce qu'il faut blâmer la SF et la fantasy de nous montrer de tels stéréotypes ? Personnellement, je blâmerais avant tout la société dont la SF et la fantasy se font le reflet. Signe qui ne trompe pas d'ailleurs, on retrouve ces mêmes stéréotypes dans la littérature générale. Je ne reviendrai pas ici sur le triste portrait du sexisme dans notre société. Pour ceux que ça intéresse, je m'étais prêté un constat détaillé en 2017 lors de la rédaction d'un article sur la Servante écarlate. Je vous mets le lien vers mon article en bas de la vidéo. En le relisant, j'ai en tout cas pu voir qu'il n'a malheureusement pas pris une ride. C'était juste un mois avant l'affaire Weinstein, donc il ne parle ni du mouvement MeToo, ni du hashtag Balance ton porc, mais sinon il reste très actuel. Même si la société dans son ensemble est responsable, l'ASF et la fantasy ont tout de même la responsabilité de relever le niveau et de combattre ces inégalités. Et avant de souligner les apports spécifiques de ces deux genres, je voudrais rappeler que comme n'importe quelle fiction, les écrits de SF et de fantasy peuvent contribuer à changer les mentalités de multiples manières. D'une part, en donnant des rôles valorisants aux femmes et à l'inverse en évitant les rôles stéréotypés dégradants. D'autre part, en ne limitant pas la description des femmes à leur physique. Ou encore, en donnant du corps aux personnages féminins, en montrant que les enjeux qui guident leur vie ne se limitent pas à l'éducation des enfants et au fait de plaire aux hommes. Et bien entendu, il y a aussi des textes engagés qui viennent dénoncer explicitement les inégalités hommes-femmes. Leur rapport pour la condition des femmes est alors évident. Le roman Qui a peur de la mort, écrit par Hendaye Okorafor, coche exactement toutes les conditions que je viens de citer. L'action se passe dans le Soudan du futur, dans un monde post-apocalyptique. Le personnage principal, Onye Sonwoo, est une jeune fille née d'un viol d'une femme okeke par un général Nourou. Une prophétie raconte que les Okeke seront un jour libérés de l'oppression qu'ils subissent grâce aux exploits d'un élu. Et Onye Sonwoo se persuade très vite que ce n'est pas un élu, mais une élue qui les libérera. Je vous disais que ce roman coche toutes les conditions que j'ai citées. Et en effet, si on reprend la liste, on voit bien que le roman aborde un sujet féministe qui va d'ailleurs jusqu'à influencer l'intrigue. Sachez également qu'il y est aussi question de l'excision. Le personnage principal a un rôle valorisant car vous l'avez compris, c'est elle, l'élu qui les libérera tous. La description d'Onye Sonwoo ne se limite pas à son physique, non bien au contraire, c'est d'abord sous l'angle du caractère que l'on apprend à connaître ce personnage, qui est d'ailleurs une vraie tête brûlée. Et enfin, elle va tout faire pour ne pas être réduite au rang de simple femme au foyer. Alors qu'on lui refuse l'enseignement de la sorcellerie, elle va se démener pour y avoir accès. Les types d'engagement que je viens de citer peuvent être déclinés sur tous les supports. Cinéma, théâtre, littérature, poésie, chansons, jeux vidéo, et dans tous les genres. Policier, horreur, fantastique, historique, littérature générale, etc. Et ce que j'adore avec la fantasy et la SF, c'est que ces genres ont un pouvoir propre. Ils peuvent nous montrer des sociétés différentes de la nôtre. Le potentiel pour l'engagement féministe est donc énorme.
Ainsi, grâce aux dystopies telles que La Servante écarlate, on peut souligner que la condition des femmes pourrait se détériorer si l'on n'y prend pas garde. Et puis à l'inverse, on peut montrer ce que serait une société où l'égalité s'est installée entre les femmes et les hommes. Bien sûr, j'insiste là sur des exemples opposés. Mais il y a aussi toutes les fictions qui, sans accentuer ou diminuer les inégalités que nous connaissons déjà, nous montrent tout simplement des sociétés dans lesquelles être une femme et être un homme ne signifie pas la même chose que dans notre société actuelle. Le fait même que ce soit différent de ce que l'on connaît nous amène alors à mieux réfléchir sur les rapports hommes-femmes que nous connaissons. Notez au passage que je parle de rapports hommes-femmes car mon propos dans cette vidéo porte sur le féminisme. Mais plus globalement sur la question du genre et de la sexualité, l'ASF et la fantasy se prêtent également parfaitement bien à parler d'homosexualité et de transsexualité. Vous aurez noté que depuis le début de la vidéo, je parle de manière indistincte de la fantasy et de la science-fiction car les deux genres ont à mon sens cette même spécificité. Toutefois, je trouve personnellement que la SF a un petit plus que la fantasy n'a pas. En fantasy, on part tout de suite du principe que le monde que l'on nous montre à voir n'existe pas et n'existera jamais. La base même de la SF, au contraire, c'est de nous montrer ce que pourrait devenir notre société ou ce qu'elle aurait pu devenir dans le cadre de l'Uchronie. Il y a donc un ancrage fort avec notre réel. Je trouve donc que le message est plus pénétrant pour le lecteur. On ne peut pas se voiler la face. On nous montre ce que les rapports entre hommes et femmes pourraient être. Je souhaiterais maintenant vous faire une revue de plusieurs textes de SF féministes que je conseille, et qui entrent dans cette catégorie de textes qui nous montrent à voir des sociétés où les relations hommes-femmes sont différentes. Et on va commencer tout de suite avec La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin. Ursula Le Guin met en scène un diplomate de l'Œcumène, l'Œcumène étant une organisation interplanétaire. Ce diplomate est chargé de se rendre sur la planète Géten pour convaincre les décideurs politiques d'adhérer à l'Œcumène. Cela fait partie de ces romans où l'intrigue n'a à mon avis que peu d'importance. Ce qui compte dans ce roman, c'est la mise en scène d'une société où tous les individus ont le même sexe. Leur sexe peut en effet se gorger de sang ou au contraire se replier, ce qui leur permet de jouer aussi bien le rôle mâle que femelle lors d'un accouplement. Le diplomate de l'Œcumène que l'on suit est un homme. Sur sa planète d'origine, il y a de fortes différences entre les comportements féminins et masculins, à l'image de notre propre société. Et l'erreur qu'il commet sur Géten, c'est de regarder les habitants sous ce prisme, de chercher des caractères plutôt féminins ou plutôt masculins. Cela l'amène ainsi à des erreurs de jugement très importantes. Cela nous renvoie évidemment à nos propres inégalités et à notre propre incapacité aujourd'hui à regarder une personne en faisant fi de son sexe. Ursula Le Guin le rappelle à travers une phrase clé de son roman. Quelle est la première question que nous nous posons sur un nouveau-né ? Eh oui, de notre naissance à notre mort, nous ne pouvons pas nous empêcher d'aborder prioritairement les rapports entre les individus à travers la question du genre. Je recommande La main gauche de la nuit pour sa capacité à nous montrer d'autres rapports sociaux, et par ailleurs aussi pour ses personnages d'une exceptionnelle profondeur. Ah, Chronique du pays des mers. Voilà un des bouquins que je cite souvent dans mon top 3 de romans préférés. Von Herberg nous projette dans un futur lointain où l'on comprend que notre civilisation s'est écroulée suite à une ancienne catastrophe. On suit l'histoire de Lisbeth, une jeune enfant qui a vocation à devenir une mère, avec un M majuscule, ce qui représente l'autorité suprême des villes du futur. On suit Lisbeth de l'âge de la crèche jusqu'au milieu de sa vie à peu près. Vous l'aurez compris, cette société est matriarcale, les femmes ont le pouvoir. Et à travers le personnage de Lisbeth, on découvre peu à peu comment cette société fonctionne et surtout comment on en est arrivé là. De tous les bouquins dont je vous parle dans cette vidéo, c'est clairement celui qui, à mon sens, est le plus travaillé sur le plan du féminisme. Ce que j'ai trouvé très fin, c'est que les femmes ont le pouvoir sans pour autant avoir conscience des inégalités hommes-femmes. De nouvelles normes sociales se sont construites au fil des siècles, au point qu'il ne viendrait à l'esprit de personne qu'un homme puisse faire de la politique ou participer aux Jeux sportifs annuels. De même que dans notre société, pendant longtemps, personne ne pensait aux inégalités hommes-femmes, alors même qu'elles étaient omniprésentes. Il s'agit d'un très bel exercice de sociologie qui illustre à merveille que les inégalités hommes-femmes actuelles sont le résultat d'une construction sociale et non d'une différence physique entre les sexes. Von Herberg a par ailleurs fait un excellent travail sur le langage. Le français actuel présente en effet de nombreuses marques de la domination des hommes, et Von Herberg vient nous le rappeler habilement en inventant un français où le féminin l'emporte. Si jamais vous décidez de lire ce livre ou l'avez déjà lu, je vous conseille également de découvrir Le silence de la cité qui se passe plusieurs centaines d'années avant et permet d'expliquer comment on en est arrivé là. Le silence de la cité a été écrit une dizaine d'années avant Chronique du pays des mers, mais pour autant je vous conseille de lire en premier Chronique du pays des mers, car je trouve les faits de ce roman plus percutants quand on ne connaît pas encore l'historique qui explique sa genèse.
À nouveau, une de mes lectures préférées de science-fiction et à nouveau signée Ursula Le Guin. Dans Les Dépossédés, Le Guin met en scène une planète capitaliste, grosso modo notre planète, et sa lune, sur laquelle se sont réfugiés 200 ans plus tôt des révolutionnaires anarchistes. Et figurez-vous qu'ils y ont justement fondé une société anarchiste. Alors, ce roman est loin d'être un texte de propagande. Je dirais plutôt qu'il nous montre avoir un autre modèle de société, manière de bien nous rappeler que le capitalisme n'est qu'un modèle parmi d'autres. On a en effet tendance à vouloir nous présenter le capitalisme comme notre milieu naturel, eh bien non, d'autres voies sont possibles. Dans cette société anarchiste, les rapports entre les individus sont bien plus égalitaires que dans la nôtre, y compris entre les hommes et les femmes. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez éventuellement lire l'article que j'ai écrit sur ce roman. Je vous mets le lien en bas de la vidéo. De tous les bouquins que j'évoque aujourd'hui, Les Femmes de Stepford est clairement celui qui me semble le moins ambitieux en matière de féminisme. Mais c'est une lecture rapide et agréable, donc ce n'est pas très engageant de le lire. Et c'est par ailleurs un bouquin qui a marqué la culture populaire aux États-Unis. L'expression Stepford Wife étant rentrée dans le langage pour désigner une femme qui se consacre entièrement aux petits soins de son mari. Le roman a par ailleurs été adapté au cinéma plusieurs fois, ce qui a contribué à le faire connaître. Ce roman se déroule dans une ville périurbaine du Connecticut. Vous savez, la petite ville type des États-Unis avec ses rangées de pavillons avec le gazon vert devant. On suit une famille qui vient d'emménager là. Plus précisément, on suit l'épouse, Joanna, une femme au foyer libérée qui pratique la photographie pour ses loisirs. Cette famille arrive tout droit de New York, où les mœurs sont quand même pas mal évoluées en matière de rapport entre les hommes et les femmes. Quelle surprise donc de découvrir ici une ville où les femmes sont toutes très bien rangées, toutes aux petits soins pour leur mari. C'est un choc pour Joanna, qui a une vision très émancipée des femmes. Elle espère donc faire bouger tout ça, mais à chaque fois qu'elle propose des activités aux mères de famille de Stepford, toutes disent systématiquement qu'elles n'ont pas le temps. Et oui, que diable, elles ont du ménage à faire et un repas à préparer. Il y a donc un truc qui ne tourne pas rond dans cette ville, et Joanna enquête sur ce mystère. Ce roman dénonce, vous l'avez compris, la quasi-esclavagisation de bon nombre de femmes au foyer, existant avant tout pour effectuer les tâches domestiques, prendre soin des enfants et du mari, et à l'inverse, surtout pas pour penser, se distraire ou simplement se reposer. Il y a par contre dans ce roman quelque chose qui m'a sacrément frappé. Il a été édité pour la première fois en 1972, et on voit d'ailleurs en effet clairement l'influence post-68, mais ce qui est drôle, c'est que le personnage principal, Joanna, qui est brandie comme un exemple de femme libérée, eh bien elle est elle-même une femme au foyer, dépendante des revenus de son mari. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à estimer que le travail va de pair avec une condition de femme libérée. Donc j'ai trouvé ça plutôt amusant. Bon, il y aurait de quoi en débattre pendant des heures, donc je ne vais pas ouvrir plus le sujet. Je ne vous ferai pas l'injure de vous dresser le pitch de La Servante écarlate, tant c'est devenu un classique connu de tous. Au passage, je me permets par contre une petite pique sur l'autrice qui refuse d'admettre qu'elle écrit de la science-fiction. Alors ça m'horripile au plus haut point, car elle contribue ainsi à faire croire qu'il y aurait des bons textes de SF comme 1984 d'Orwell qu'on pourrait alors classer dans la littérature générale, et puis les autres textes. Vous savez, cette sous-littérature pour adolescents avec des soucoupes volantes et des sabres laser. Bref, je la déteste rien que pour ça. Enfin bon, sinon j'ai adoré son texte. En matière de féminisme, je ne dirais pas que c'est ce qu'il y a de plus original, car ce roman ne fait finalement que reprendre des schémas de société qui existent déjà à l'heure actuelle. La Servante écarlate, s'ils l'ont caricature à l'extrême, c'est un peu un mélange de nazisme et d'Arabie saoudite. À mon sens, le message que ce texte nous envoie, c'est attention, il y a certes eu des avancées dans la condition des femmes dans notre histoire récente, mais on pourrait très bien revenir en arrière, tout comme en matière de démocratie d'ailleurs. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si vous connaissez d'autres romans de SF ou de fantasy que vous trouvez ambitieux en matière de féminisme, n'hésitez pas à en parler en commentaire, c'est avec plaisir que j'irai à leur découverte. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en bas de l'écran, ça fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, pour ne rien manquer de mes futures publications, on n'oublie pas de s'abonner. Allez, je vous dis à très vite sur Miroir SF.